Mes parents ont levé leur verre et ont dit, « Certains enfants vous rendent fiers. D'autres ne font que prendre de la place », ma sœur a ricané. Je n'ai pas discuté, j'ai simplement répondu calmement, « Heureusement que j'ai mon propre logement à 20 miles d'ici. Désormais, le loyer, les charges, l'assurance sont tous votre problème. » Je suis resté figé dans la salle à manger de mes parents, mon verre de champagne tremblant dans ma main alors que mon père levait le sien plus haut. La pièce est devenue silencieuse. 23 parents ont tourné leurs yeux vers le bout de la table. Ma mère se tenait à côté de lui, arborant ce sourire étudié que je ne connaissais que trop bien. Mon père s'est éclairci la gorge et a prononcé des mots qui allaient tout briser. « Un toast », a-t-il annoncé. « Certains enfants vous rendent fiers, d'autres ne font que prendre de la place. » Des rires ont éclaté. Chaque personne dans cette pièce a ri en me regardant droit dans les yeux. Mes mains tremblaient sur le volant alors que je m'éloignais de cette maison, de ces gens, de 32 ans d'invisibilité. La route est devenue floue à travers les larmes que je refusais de laisser couler jusqu'à ce que je sois seul en sécurité. 20 miles séparaient leur maison de mon appartement. 20 miles que j'avais parcouru chaque dimanche pendant 5 ans. 20 miles qui me semblaient soudain être la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'étais arrivé à ce dîner en pensant que ce n'était qu'une autre réunion de famille. Ma sœur Madison avait mentionné quelque chose à propos de la célébration de sa dernière réussite, bien qu'elle soit restée délibérément vague sur les détails. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû reconnaître le piège. La salle à manger était bondée de tantes, d'oncles, de cousins et d'amis de la famille. Ma mère avait cuisiné son fameux rôti de bœuf. Mon père avait ouvert le vin cher. Tout avait semblé normal jusqu'au dessert, jusqu'à ce toast, jusqu'à ce que le monde bascule. Et j'ai vu ma famille pour ce qu'elle était exactement. Mais ce moment dans la salle à manger n'était pas le début. La véritable histoire a commencé 5 ans plus tôt, quand j'avais 27 ans et que je cumulais 2 emplois pour garder la tête hors de l'eau. J'avais un poste le matin dans une entreprise de facturation médicale, traitant les demandes d'assurance de 7h à 15h. Ensuite, je rentrais chez moi, je me changeais et je passais mes soirées à faire du graphisme en freelance jusqu'à minuit. Le sommeil venait par petits morceaux entre les réveils et les délais. Madison s'était fiancée cette année-là à Trevor, un avocat qu'elle avait rencontré par des amis communs. Mes parents ont organisé une fête de fiançailles qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Je me souviens être entré dans le country club qu'ils avaient loué, voyant les sculptures de glace et la fontaine de champagne, regardant ma mère rayonner de fierté alors qu'elle présentait Madison et Trevor à tous ceux qui comptaient dans leur cercle social. Ce que personne ne savait, ce que personne n'a jamais su, c'est que j'avais discrètement payé la facture du traiteur, $1200 débités de ma carte de crédit parce que mes parents n'avaient plus d'argent 3 jours avant la fête. Ma mère m'avait appelé en pleurant, me suppliant de ne pas laisser Madison être embarrassée. Alors, j'ai payé. J'ai toujours payé. Mon appartement à l'époque était un studio avec des meubles de seconde main et une table de cuisine que j'avais construite moi-même avec des chutes de bois. Je tenais des feuilles de calcul budgétaire détaillées, suivant chaque dollar, découpant des coupons, achetant des marques génériques, faisant tout ce qu'il fallait pour économiser de l'argent. Pas pour moi. Jamais pour moi. Mais parce que je savais, d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours su que mes parents auraient besoin de moi pour les sauver. Et ils l'ont fait, encore et encore. Les louanges étaient constantes et écrasantes. Chaque dîner de famille devenait une célébration de Madison. Elle était si intelligente. Elle était si belle. Elle allait épouser un avocat. Elle avait si bon goût. Elle savait s'habiller. Elle savait faire bonne impression. Pendant ce temps, j'étais assise au bout de la table dans mes vêtements soldés de chez Target, mangeant de la nourriture que j'avais aidé à payer, écoutant mes accomplissements se dissoudre dans le silence. J'avais été promu spécialiste principal de la facturation cette année-là. J'avais publié mon portfolio de design en ligne et décroché 3 clients importants. J'avais fait fructifier mon compte d'épargne malgré les ponctions constantes. Rien de tout cela n'avait d'importance. Rien de tout cela n'a jamais été mentionné. Il y a 3 ans, mon père m'a appelé au travail. Sa voix était tendue par la panique. Ils avaient 3 mois de retard sur leur hypothèque. 4800 $. La banque menaçait de saisie. Pouvais-je aider? Juste cette fois. Il me rembourserait. J'ai contracté un prêt personnel. J'ai signé des papiers qu'il me faudrait 2 ans pour rembourser. J'ai sauvé leur maison. Ils m'ont remercié une fois, brièvement,
lors d'un appel téléphonique de 30 secondes, puis m'ont immédiatement demandé si je voulais les rejoindre pour la séance de shopping de la robe de mariée de Madison. J'ai dit non. Je devais travailler. Le schéma s'est répété année après année, urgence après urgence, crise après crise. Je me suis saigné aux 4 veines pour les maintenir à flot pendant qu'ils louaient ma sœur pour leur avoir envoyé une carte d'anniversaire. Maintenant, en arrivant sur le parking de mon appartement, aujourd'hui, je suis resté assise dans ma voiture, le moteur tournant au ralenti. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma tante Carole, qui était assise près du fond de la salle à manger pendant ce toast horrible. Le message disait, « Lynn, tu devrais savoir quelque chose. Tes parents ont raconté à tout le monde que c'est Madison qui paie leurs factures depuis toutes ces années. Ils ont menti sur qui les aidait. » J'ai lu le message 3 fois. Ma poitrine s'est serrée, ma vision s'est rétrécie. Le monde est devenu très petit et très clair. Ils ne s'étaient pas contentés de prendre mon argent. Ils ne s'étaient pas contentés d'ignorer mes sacrifices. Ils avaient attribué à Madison le mérite de tout. Ils avaient bâti sa réputation sur mon compte en banque exsangue. Ils avaient transformé ma générosité en sa gloire. Je suis resté assise dans cette voiture pendant 45 minutes, fixant le texto de ma tante, sentant quelque chose de fondamental changer en moi. La douleur était toujours là, vive et fraîche. Mais en dessous, quelque chose d'autre grandissait. Quelque chose de dur, de brillant et d'absolument fini avec tout ça. J'ai à peine dormi cette nuit-là. À 3 heures du matin, je me suis levé, j'ai fait du café et j'ai étalé 5 ans de relevés bancaires sur ma table de salle à manger. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne peuvent pas raconter d'histoire ou jouer les favoris. Les chiffres existent simplement, froids, factuels et totalement accablants. J'ai examiné chaque relevé, chaque reçu, chaque email de confirmation. J'ai fait une liste dans un cahier à spirale, écrivant soigneusement, documentant tout. Paiements hypothécaires, 17 fois en 5 ans, des montants allant de $800 à $2300, selon leur retard. Total, $28 000. Assurance habitation, chaque année pendant 3 ans parce qu'ils la laissaient expirer. $4005. Charges pendant leur période difficile, électricité, eau, gaz. 14 mois au total, quand ils prétendaient avoir juste besoin d'aide pour se remettre sur pied. $3200. Réparation de la voiture pour le camion de mon père quand la transmission a lâché. $2000. Soins dentaires de ma mère parce qu'elle avait laissé ses dents se dégrader pendant des années sans voir de dentiste. $3800 pour des couronnes et des traitements de canal. Réparation d'urgence du toit après une tempête parce qu'il n'avait pas de fonds d'urgence. $6000. Sauvetage fiscal foncier quand ils ont oublié de payer pendant 2 ans et que les pénalités se sont accumulées. $5000. Le total s'élevait à $52 347. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé ce nombre. $52 000. J'aurais pu acheter une maison. J'aurais pu voyager dans 12 pays différents. J'aurais pu retourner à l'école. J'aurais pu investir dans mon avenir. Au lieu de cela, j'avais tout versé dans une famille qui me voyait comme quelqu'un qui prend de la place. Je me suis souvenu des sacrifices qui accompagnaient chaque paiement. Manger des nouilles ramen pendant 3 semaines d'affilée après avoir payé leur hypothèque. Sauter mes propres rendez-vous chez le médecin parce que je ne pouvais pas me permettre la quote-part. Conduire une voiture avec une climatisation cassée pendant 2 étés parce que je n'avais pas d'argent pour les réparations. Porteur les 4 mêmes tenues au travail pendant une année entière parce qu'il ne me restait rien pour les vêtements. Pleurer jusqu'à m'endormir d'épuisement après avoir travaillé des journées de 16 heures pour couvrir leurs urgences. À 6 heures du matin, j'ai appelé ma tante Carole. Elle a répondu à la 2e sonnerie, la voix rauque de sommeil. Je n'arrêtais pas d'y penser, a-t-elle dit avant que je puisse parler. Je devais te le dire. Ce n'était pas juste. Dis-moi tout, ai-je dit. Carole a soupiré profondément. Tes parents ont montré les chèques de Madison lors des réunions de famille. De petites sommes, peut-être $200 ici, $300 là, de l'argent d'anniversaire, des cadeaux de Noël, ce genre de choses. Il les agite comme si elle les soutenait. Il ne te mentionne jamais, pas une seule fois. Je me suis toujours demandé comment Madison pouvait se permettre de les aider alors que je savais que le cabinet d'avocats de Trevor n'allait pas bien. Maintenant, ça a du sens. Elle n'aidait pas. C'était toi. Depuis 5 ans, ai-je murmuré.
Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, a poursuivi Carole. Mais je n'étais pas sûr jusqu'à hier soir. Ce toast, la façon dont ils t'ont regardé, ça m'a tellement mise en colère. Je ne pouvais plus me taire. Tu mérites mieux que ça, Lynn. Nous avons parlé pendant 1 heure. Carole m'a raconté des conversations qu'elle avait surprises, des moments où mes parents détournaient les discussions de moi, des fois où Madison avait accepté des compliments pour une générosité qui n'était pas la sienne. L'image est devenue plus claire et plus laide à chaque détail. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence, buvant du café froid, pensant à la trahison. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Les emails. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon compte de messagerie. J'ai cherché les messages de mes parents au cours des 5 dernières années. J'en ai trouvé des dizaines, des notes de remerciement pour les paiements, des demandes d'aide, des promesses de me rembourser qui ne se sont jamais matérialisées. Je les ai lus, voyant le schéma que j'avais manqué quand j'étais trop proche. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Plusieurs de mes emails de confirmation de paiement avaient été transférés à Madison. J'ai cliqué sur les messages transférés. Mon estomac s'est noué. Mes parents avaient envoyé à Madison la preuve de mes paiements. Et dans les chaînes de réponse, j'ai trouvé exactement ce que je craignais. Il y a 8 mois, ma mère avait envoyé un email à Madison. Merci de nous laisser utiliser tes paiements comme couverture. Tout le monde croit que c'est toi la généreuse maintenant. Réponse de Madison, ne t'inquiète pas, je m'assurerai que tout le monde sache que je suis la bonne fille. Lynn ne se soucie de toute façon pas des apparences. Mon père était intervenu, continuons cet arrangement. Madison a besoin de crédibilité auprès de la famille de Trevor. Lynn ne remarquera pas le manque de reconnaissance. J'ai lu ces emails 5 fois. La conspiration avait été délibérée, calculée. Ils n'avaient pas simplement attribué le mérite à Madison par accident. Ils avaient activement comploté pour voler mes contributions et les rebaptiser comme les siennes. J'ai fermé mon ordinateur portable très soigneusement. Mes mains étaient stables. Mon rythme cardiaque était normal. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était cristallisé en une clarté froide et parfaite. J'en avais fini, complètement fini. Le lendemain matin, j'ai suivi ma routine en pilote automatique. Douche, café, trajet jusqu'au travail. Je suis arrivé à mon bureau à l'entreprise de facturation médicale et j'ai essayé de me concentrer sur les demandes d'assurance, mais mon esprit revenait sans cesse à ces emails, ces chiffres, ces 5 années de mensonges. À 10h30, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Lynn ? Une voix d'homme, familière mais tendue. C'est Trevor, le mari de Madison. On peut parler ? Tout mon corps s'est tendu. À propos de quoi ? De Madison et de tes parents. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. On peut se voir quelque part ? 20 minutes plus tard, j'étais assise en face de Trevor dans un café à 3 pâtés de maison de mon bureau. Il avait l'air terrible. Des cernes sous les yeux, une chemise froissée, les cheveux en bataille. Rien à voir avec l'avocat soigné qui avait charmé ma famille 5 ans auparavant. Merci de me rencontrer, a-t-il dit, les mains enroulées autour d'une tasse de café qu'il n'avait pas touchée. Je sais que c'est étrange, mais je vis un mensonge, et je pense que toi aussi. De quoi parles-tu ? Trevor a pris une profonde inspiration. Madison a été licenciée de son travail à l'agence de marketing il y a 10 mois. Elle fait semblant d'aller au travail tous les jours. Elle va à la bibliothèque ou au centre commercial. Elle rentre à des heures normales. Elle maintient les apparences. Mais il n'y a pas de travail. Il n'y en a plus depuis presque 1 an. Je suis resté très immobile, traitant cette information. Notre mariage s'effondre, a poursuivi Trevor. Nous avons $12 000 de dette de carte de crédit. Madison a dépensé de l'argent que nous n'avons pas pour maintenir les apparences. La semaine dernière, j'ai découvert qu'elle avait contracté un prêt à mon nom sans me le dire. $5 000 envolés. Je ne sais même pas où ils sont allés. Pourquoi me dis-tu ça, ai-je demandé doucement. Parce que je demande la séparation, a dit Trevor. Et parce que tes parents sont en partie la raison pour laquelle Madison a craqué. Ils l'ont tellement poussée à paraître réussie, à être parfaite, à les rendre fiers. La pression n'a jamais cessé. Elle n'a pas pu la supporter. Mais au lieu d'admettre qu'elle avait des difficultés,
elle les a laissés faire de toi le bouc émissaire, et je suis resté silencieux. Je les ai regardés te traiter comme une moins que rien au dîner de famille, et je n'ai rien dit. Je suis désolé, Lynn. Je suis tellement désolé. Nous sommes restés en silence un moment. Puis Trevor a sorti son téléphone. Il y a plus, a-t-il dit. J'ai trouvé des messages textes entre Madison et ta mère. Tu dois les voir. Il a tourné son téléphone vers moi. J'ai lu les messages. Datés de 2 semaines avant cet horrible dîner du dimanche. Mère, assure-toi d'être parfaite au dîner de dimanche. Lynn viendra probablement encore avec ses vêtements bon marché. Madison, ne t'inquiète pas. J'ai une nouvelle robe de créateur. Tout le monde verra la différence entre nous. Mère, bien. Elle doit comprendre sa place. Madison, elle l'a toujours fait. C'est pour ça que ça marche. J'ai rendu le téléphone à Trevor. Mes mains tremblaient maintenant, mais ma voix est restée égale. Savais-tu que je paie les factures de mes parents depuis 5 ans pendant que Madison en recevait le crédit? Le visage de Trevor est devenu pâle. Non, je veux dire, je savais que tes parents parlaient de Madison qui les aidait, mais je pensais que c'était vrai. Je ne l'ai jamais remis en question. Madison m'a dit qu'elle leur envoyait de l'argent de son salaire. Il s'est arrêté. Oh, mon Dieu. Il n'y avait pas de salaire. Donc, il n'y avait pas d'argent. C'était toi. Ça a toujours été toi. Avant que je puisse répondre, la porte du café s'est ouverte. Madison est entrée. Elle s'est figée en nous voyant assis ensemble. Son visage est passé de la surprise à la panique, puis à la rage en 3 secondes. Elle s'est précipitée vers notre table. Qu'est-ce que c'est? Trevor, qu'est-ce que tu fais? Je parle à ta sœur, a dit Trevor calmement. De la vérité. On s'en va, a claqué Madison en lui attrapant le bras. Trevor s'est dégagé. Non, on ne s'en va pas, Madison a tourné sa fureur vers moi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Quel mensonge as-tu raconté? Je me suis levé lentement, ramassant mon sac à main. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, peut-être pour la première fois depuis des années. Elle était terrifiée. Sous la robe de créateur et le maquillage parfait, elle était absolument terrifiée. Je ne lui ai rien dit, ai-je dit doucement. Mais j'ai une question pour toi. Savais-tu que je payais les factures de maman et papa depuis 5 ans pendant que tu en prenais le crédit? Le visage de Madison a tout confirmé. La couleur a quitté ses joues. Sa bouche s'est ouverte et s'est refermée sans un son. Le savais-tu, ai-je répété. Tu n'as pas d'enfant, a finalement sifflé Madison. Tu n'as pas de vrai mariage. Tu peux te le permettre. J'avais besoin de crédibilité. La famille de Trevor s'attendait à ce que je réussisse, que j'aide mes parents, que je sois la bonne fille. Tu n'allais de toute façon jamais l'être, alors qu'est-ce que ça change? Le café était devenu silencieux. Les autres clients nous regardaient. Trevor avait l'air d'être sur le point de vomir. J'ai pris mon café, j'ai bu une dernière gorgée et je l'ai reposé doucement. Ça change parce que j'en ai fini d'être le distributeur automatique et le punching ball de votre famille. Ça change parce que j'ai passé 5 ans à tout sacrifier pendant que tu recevais la gloire. Mais surtout, ça change parce que je vois enfin exactement qui tu es. Je suis sorti de ce café, laissant Madison et Trevor dans les décombres de leur mariage. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce soir-là, j'étais à la maison en pyjama, mangeant les restes de nourriture chinoise directement du récipient quand on a sonné à ma porte. 20 heures. Je n'attendais personne. À travers le Judas, j'ai vu mes parents debout dans le couloir. Mon père avait l'air en colère, sa mâchoire serrée de cette façon qui me terrifiait quand j'étais enfant. Ma mère avait l'air inquiète, les mains se tordant, les yeux fuyant nerveusement. J'ai envisagé de ne pas ouvrir la porte. J'ai envisagé de faire comme si je n'étais pas à la maison. Mais quelque chose en moi voulait cette confrontation, en avait besoin. Alors j'ai ouvert la porte et je suis resté dans l'embrasure, sans les inviter à entrer. Nous devons parler de ces bêtises que tu racontes, a dit mon père immédiatement, sa voix dure. Je n'ai rien raconté, ai-je répondu calmement. Mais j'ai arrêté de payer vos factures. C'est de ces bêtises dont vous parlez? Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Lynn, s'il te plaît, on peut entrer?
Je me suis écarté. Ils sont entrés dans mon appartement et j'ai remarqué que mon père regardait autour de lui avec un dédain à peine dissimulé. Ma mère s'est perchée sur le bord de mon canapé comme si elle risquait d'attraper quelque chose. Je suis resté debout, les bras croisés. Tu détruis cette famille, a commencé mon père, se lançant dans un sermon que j'avais entendu sous diverses formes toute ma vie. Des mots sur le devoir, la loyauté et la responsabilité. Des mots sur la façon dont la famille prend soin de la famille. Comment on ne lave pas son linge sale en public. Comment j'étais égoïste, puéril et ingrate. Ma mère a pleuré doucement pendant tout son discours, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Quand il a finalement cessé de parler, j'ai attendu un moment. Puis j'ai parlé. J'ai payé 52 347 $ pour vous maintenir à flot au cours des 5 dernières années, ai-je dit. Chaque mot est sorti clair et précis. J'ai mangé des nouilles ramen pendant des semaines d'affilée pendant que vous mangiez des dîners de steak que j'avais payés. J'ai sauté mes propres rendez-vous médicaux parce que je ne pouvais pas me permettre la quote-part après avoir couvert votre hypothèque. J'ai cumulé 2 emplois, des journées de 16 heures jusqu'à ce que je sois si épuisé que je pouvais à peine fonctionner. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir plus de nuits que je ne peux compter. Et pendant tout ce temps, vous avez dit à tout le monde que c'était Madison la généreuse. Vous lui avez attribué le mérite de mon argent, de mon sacrifice, de mon sang. Le visage de mon père a commencé à changer. Les pleurs de ma mère se sont intensifiés. Vous n'avez pas seulement ignoré mon aide, ai-je continué. Vous m'avez humilié devant toute notre famille élargie. Vous vous êtes levé au dîner du dimanche et avez dit à tout le monde que je prenais de la place. Vous avez ri de moi. Vous m'avez fait la risée de la famille tout en dépensant mon argent. Madison avait besoin de ce regain de confiance, a dit ma mère faiblement. Elle avait des difficultés. Et tu as toujours été si forte. Nous pensions que tu pouvais le supporter. Vous pensiez que ça ne me dérangerait pas, ai-je demandé, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Vous pensiez que je continuerais simplement à payer pendant que vous détruisiez ma réputation? Nous ne pensions pas que tu te souciais des apparences, a dit mon père. Tu n'as jamais semblé te soucier de ce que les gens pensaient. Je m'en souciais, ai-je dit doucement. Je m'en suis soucié chaque fois que vous avez loué Madison et m'avez ignoré. Je m'en suis soucié chaque fois que vous avez présenté ses accomplissements et oublié les miens. Je m'en suis soucié chaque dîner du dimanche où vous posiez des questions sur sa vie et sautiez la mienne. Je m'en suis soucié quand vous m'avez appelé le jour de mon anniversaire juste pour demander de l'argent. Je m'en suis soucié quand vous m'avez invité à des réunions de famille juste pour avoir quelqu'un à mépriser. Je me suis soucié de tout ça. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception des sanglots doux de ma mère. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai pris un dossier que j'avais préparé. Je l'ai ouvert et j'en ai sorti des relevés bancaires imprimés, surlignés et annotés. Je les ai étalés sur ma table basse. 52 000 $, ai-je dit en montrant le total que j'avais écrit au bas de la page de résumé. Regardez. Regardez vraiment. Mon père s'est penché en avant. Son visage est devenu gris en voyant le nombre. Ma mère a suffoqué, la main sur la bouche. J'aurais pu acheter une maison avec cet argent, ai-je dit. J'aurais pu voyager dans le monde entier. J'aurais pu investir dans mon avenir. J'aurais pu vivre. Au lieu de cela, j'ai tout sacrifié pour vous pendant que vous disiez à tout le monde que j'étais sans valeur. Nous te rembourserons, a dit mon père soudainement, désespérément. Nous trouverons une solution. Donne-nous juste du temps. Avec quel argent, ai-je demandé. Vous avez de nouveau 3 mois de retard sur votre hypothèque. J'ai vérifié les registres publics. Vous êtes revenu à la case départ. Le visage de ma mère s'est effondré. Mon père a détourné le regard. Nous trouverons quelque chose, a-t-il insisté. Non, ai-je dit simplement. Vous ne le ferez pas. Parce que j'en ai fini. Plus d'argent, plus de sauvetage. Plus de sacrifices de ma part pour des gens qui me voient comme quelqu'un qui prend de la place. Ma mère s'est levée, s'est dirigée vers moi. Nous sommes tes parents. La famille est censée s'entraider. Tu ne peux pas simplement nous abandonner. Comme vous m'avez abandonné? Ai-je demandé. Comme vous m'avez abandonné émotionnellement toute ma vie pendant que je vous soutenais financièrement? Ce genre d'abandon? Elle n'avait pas de réponse. Mon père a essayé une autre approche. Il s'est levé, s'est redressé de toute sa hauteur et a utilisé la voix qui m'avait fait obéir quand j'étais enfant.
Nous sommes tes parents. Tu nous dois quelque chose. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous t'avons mis un toit sur la tête. C'est comme ça que tu nous rembourses? Quelque chose en moi a craqué. Non pas de colère, mais d'une clarté cristalline parfaite. Non, ai-je dit. Je ne vous dois rien. Plus maintenant. Vous avez fait le strict minimum que les parents sont légalement tenus de faire. Vous m'avez nourri et logé, mais vous ne m'avez jamais aimé comme vous avez aimé Madison. Vous ne m'avez jamais valorisé. Vous ne m'avez jamais vu. Et j'en ai fini de mendier des miettes d'affection tout en me saignant à blanc financièrement. Mon père a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Aucun mot n'est sorti. Je veux que vous partiez maintenant, ai-je dit doucement. Lynn, appelez dès ma mère. Ils sont restés là un autre moment, me regardant comme s'ils ne m'avaient jamais vu auparavant. Peut-être qu'ils ne l'avaient jamais fait. Peut-être qu'ils n'avaient jamais vraiment regardé. Puis ma mère a dit quelque chose qui a fait basculer la pièce. Nous avons refinancé la maison l'année dernière, a-t-elle murmuré. Nous avons obtenu 80 000 $ en liquidité du refinancement. Je l'ai dévisagé. Quoi? Mon père lui a lancé un regard qui aurait pu tuer, mais elle a continué à parler, les mots sortant en cascade. Nous avons refinancé, obtenu 80 000 $. Nous avons donné 60 000 à Madison. Elle a dit que c'était pour une opportunité d'investissement. Elle a dit que ça nous rendrait tous riches. Nous voulions l'aider à impressionner la famille de Trevor, leur montrer qu'elle venait d'une famille aisée. La pièce a tourné. Vous avez donné à Madison 60 000 $ en un an pendant que je me saignais de 52 000 $ sur 5 ans en paiement secret? L'argent a disparu, a dit mon père platement. Madison ne voulait pas nous dire ce qui lui était arrivé. Il a juste disparu. Alors vous lui avez donné 60 000 $ qui ont disparu, mais vous m'avez quand même appelé la déception au dîner du dimanche, ai-je dit lentement. Vous avez quand même porté ce toast. Vous m'avez quand même humilié devant tout le monde. Aucun d'eux n'a répondu. Sortez, ai-je dit. Ma voix était de glace. Sortez de chez moi tout de suite. Mon père s'est dirigé vers la porte. Ma mère s'est attardée, tendant la main vers moi. J'ai reculé. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours tes parents. Vous êtes les personnes qui m'ont donné naissance, ai-je dit. Cela ne fait pas de vous ma famille. Plus maintenant. Elle s'est remise à pleurer, mais elle est allée à la porte. Mon père l'a ouverte. Il s'est retourné une dernière fois, essayant de trouver des mots qui répareraient cela. Nous sommes tes parents, a-t-il répété. Tu nous dois quelque chose. Non, ai-je dit pour la dernière fois. Je ne vous dois rien. J'ai fermé la porte sur eux. Je l'ai verrouillée. Je me suis appuyé contre elle et j'ai glissé jusqu'au sol. Et pour la première fois en 5 ans, je n'ai pas pleuré. Je n'ai ressenti que du soulagement. 2 semaines se sont écoulées dans une paix étrange et silencieuse. J'allais au travail, je rentrais à la maison, j'existais dans mon propre espace sans appel téléphonique d'urgence, sans culpabilisation, sans crise qui nécessitait mon argent pour être résolue. C'était comme apprendre à respirer après des années sous l'eau. Puis mon téléphone a commencé à sonner. Ma tante Carole avait raconté à 2 de mes cousins ce qui s'était réellement passé. Ces cousins l'ont raconté à leurs conjoints. Leurs conjoints l'ont raconté à leurs parents. En une semaine, la vérité s'était répandue dans notre famille élargie comme une traînée de poudre. Les appels sont arrivés par vagues. Mon oncle Patrick a appelé le premier. Je me suis toujours demandé comment Madison pouvait se permettre ce style de vie avec un salaire de marketing, a-t-il dit. Il s'avère qu'elle ne le pouvait pas. C'était toi. Je suis désolé, Lynn. J'aurais dû m'en douter. Mon cousin Brian a appelé ensuite. Je me sens comme un idiot, a-t-il admis. Tous ces dîners de famille où tes parents se vantaient que Madison leur envoyait de l'argent, je les ai crus. Je n'ai jamais pensé à demander pourquoi tu étais si silencieuse. Je suis désolé que nous n'ayons pas vu ce qui se passait. Puis ma grand-mère a appelé. La mère de mon père, 83 ans, avec une voix de gravier et un esprit plus vif que les gens ne lui en donnaient crédit. Ta mère m'a fait la même chose, a-t-elle dit sans préambule. Elle a joué les favorites avec ton père et son frère. Je l'ai regardé vous le faire à vous les filles et je n'ai rien dit. J'ai honte de ne pas t'avoir protégé.
Je sais ce que ça fait et je l'ai laissé arriver quand même. Certains membres de la famille ont exigé que je pardonne immédiatement à mes parents. Ils ont appelé pour me sermonner sur le fait que la famille, c'est pour toujours, que j'étais trop dur, que mes parents avaient fait de leur mieux. J'ai écouté poliment puis j'ai mis fin aux appels. Leurs opinions n'avaient plus de pouvoir sur moi. Mais d'autres ont compris. Ils ont partagé leurs propres histoires d'être négligés, de se sacrifier en silence, de regarder les enfants prodigues être loués pour rien pendant qu'ils faisaient tout le travail. Les conversations faisaient mal et guérissaient à la fois. Par le bouche à oreille familial, j'ai entendu parler de l'effondrement complet de Madison. Trevor avait demandé le divorce. Il avait quitté leur maison. Madison, incapable de payer le loyer seule, était retournée vivre chez nos parents. Elle dormait dans sa chambre d'enfant avec ses trophées de lycée encore sur les étagères. Les 60 000 $ que nos parents lui avaient donnés avaient disparu. Madison avait essayé de lancer une boutique de vêtements. Elle avait signé un bail, acheté des stocks, embauché du personnel et ouvert sans plan d'affaires et sans expérience. La boutique a duré 4 mois avant que les pertes d'argent ne la forcent à fermer. Elle a tout perdu. Les pénalités de bail à elle seule coûtaient 12 000 $, mais c'était pire que ça. Madison avait convaincu 3 de ses amis d'investir dans la boutique. Elle leur avait promis des retours. Lorsque l'entreprise a fait faillite, ses amitiés ont pris fin. Les amis voulaient récupérer leur argent. Madison n'avait rien à leur donner. Mes parents, quant à eux, apprenaient à quoi ressemblait la vie sans mon filet de sécurité financier. Leur électricité a été coupée 2 fois en 3 semaines. La première fois, ils ont payé les frais de rétablissement avec une carte de crédit. La deuxième fois, ils ont dû emprunter de l'argent à mon oncle Patrick, qui leur a fait promettre de mieux gérer leur budget avant de leur donner l'argent. La compagnie des eaux a envoyé un dernier avis. La facture de gaz est allée au recouvrement. Le camion de mon père est de nouveau tombé en panne. Et cette fois, il n'y avait pas d'argent pour le réparer. Il a commencé à prendre le bus pour se rendre à son travail à temps partiel à la quincaillerie, un travail qu'il avait pris à 62 ans parce qu'il n'avait aucune épargne retraite. Les coûts des médicaments de ma mère se sont accumulés. Elle avait besoin de médicaments pour l'hypertension et le cholestérol, mais elle sautait des doses pour faire durer les flacons plus longtemps. Sa santé a commencé à décliner. Ils ont appelé Madison à l'aide. Madison n'avait rien à donner. Elle postulait à des emplois dans des magasins de détail et des cafés, prenant tout ce qui l'embaucherait. Son CV avait un vide de 10 mois qu'elle ne pouvait pas expliquer sans admettre qu'elle avait été licenciée et avait menti à ce sujet. Les disputes entre Madison et nos parents sont devenues légendaires dans les commérages familiaux, des engueulades sur la faute de qui c'était. Madison les blâmait de l'avoir poussée à être parfaite. Il la blâmait d'avoir perdu 60 000 $. Tout le monde blâmait tout le monde et rien n'était résolu. Pendant ce temps, le jugement de la communauté s'est abattu comme une marée. Nos parents fréquentaient une petite église méthodiste dans leur ville. La nouvelle de la façon dont ils m'avaient traité s'est répandue dans la congrégation. Plusieurs membres de l'église ont approché ma mère après le service du dimanche pour exprimer leur déception. Une femme, grand-mère de 6 enfants, a dit directement à ma mère que ce qu'elle avait fait était cruel et non chrétien. Ma mère a cessé d'assister au service. Les copains de poker de mon père, des hommes qu'il connaissait depuis 20 ans, ont commencé à trouver des excuses pour ne pas l'inclure dans leurs parties hebdomadaires. Ils avaient entendu l'histoire de leurs femmes, qu'il avait entendu des femmes de l'église, qu'il avait entendu des membres de la famille. Les conséquences sociales se sont propagées. Les voisins qui m'avaient vu visiter chaque dimanche pendant 5 ans, portant des provisions et rédigeant des chèques, ont commencé à assembler les pièces du puzzle. Ils avaient vu Madison se présenter en vêtements de créateur et en voiture chère pendant que je conduisais ma berline pratique et portais des vêtements soldés de chez Target. Ils avaient tiré leurs propres conclusions sur qui réussissait et qui avait des difficultés. Maintenant, ils savaient que la vérité était exactement l'inverse. Le jugement était silencieux mais dévastateur. Les invitations ont cessé d'arriver. Les amitiés occasionnelles se sont refroidies. Mes parents, qui avaient bâti toute leur identité sociale sur le fait d'avoir une fille qui a réussi, mariée à un avocat, ont vu cette identité s'effondrer lorsque tout le monde a appris que la fille qui a réussi était fauchée et divorcée, tandis que la fille décevante avait financé leur style de vie. 3 semaines après notre confrontation, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'envoyer sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Lynn, une voix de femme, professionnelle et chaleureuse.
C'est Patricia Chen de Meridian Healthcare Consulting. Je sais que c'est inattendu, mais je voulais vous contacter au sujet d'une opportunité. Je me suis redressé. Patricia Chen était mon ancienne patronne de l'entreprise de facturation médicale. Elle était partie il y a 2 ans pour créer sa propre société de conseil. Je vous écoute, ai-je dit prudemment. J'agrandis Meridian et j'ai besoin d'une partenaire. Quelqu'un qui connaît la facturation médicale sur le bout des doigts, qui a des compétences en design pour les présentations aux clients, qui comprend l'entreprise de fond en comble. J'ai tout de suite pensé à vous. Le poste est assorti d'un salaire de départ de 95 000 $ par an, plus une participation au capital de l'entreprise, des avantages sociaux complets, une contrepartie de retraite, tout le tout team. Il y a juste un hic. Qu'est-ce que c'est? Le poste est au Colorado, à Denver. Nous aurions besoin que vous déménagiez. À 2 États de là, à 2000 miles de mes parents. Un nouveau départ dans une ville où personne ne connaissait mon histoire. Vous auriez 3 jours pour décider, a poursuivi Patricia. Je sais que c'est rapide, mais je dois pourvoir ce poste rapidement, Hélène, vous êtes mon premier choix. Vous avez toujours été brillante dans ce que vous faites. J'ai suivi votre carrière de loin, et je pense que vous êtes prête pour cela. Nous avons parlé pendant 40 minutes du poste, de l'entreprise, de la vision de croissance. Tout ce qu'elle décrivait ressemblait à un rêve, une vraie carrière, pas seulement un travail. Partenariat, participation au capital, sécurité financière, respect. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon salon, fixant le mur. Je pouvais partir. Je pouvais tout laisser derrière moi. Mes parents, Madison, le drame familial, l'histoire douloureuse. Je pouvais recommencer là où personne ne me connaissait comme la fille décevante. Le pouvoir était entièrement entre mes mains. Pour la première fois de ma vie, j'avais le choix de ce qui allait se passer ensuite. Pas eux, moi. Le sentiment était enivrant et terrifiant à la fois. J'ai pris une journée de congé et j'ai conduit 2 heures vers le nord jusqu'à un lac que j'avais visité une fois adolescente. Le trajet m'a donné le temps de réfléchir sans distraction, sans appel téléphonique, sans le poids des attentes des autres. Le lac était calme en fin d'automne. La plupart des touristes estivaux étaient rentrés chez eux. Quelques bateaux parsemaient l'eau au loin, mais la rive où j'étais assise était vide, à l'exception de canards qui barbotaient près des roseaux. J'ai pensé à toute ma vie, j'ai laissé les souvenirs m'envahir sans essayer de les repousser. Je me suis souvenu d'avoir 8 ans, ramenant un bulletin avec des a-partout. Mes parents y ont jeté un coup d'œil et ont dit « Bon travail », avant de se reconcentrer sur le programme des répétitions de la pièce de théâtre de Madison. Je me souviens avoir pensé, même alors, que quelque chose n'allait pas, que l'amour était censé être différent. Je me suis souvenu du lycée. Madison a eu de nouveaux uniformes de pom-pom girl, chers et sur mesure. J'ai travaillé après l'école dans une épicerie pour acheter mon propre instrument de musique parce que la clarinette prêtée par l'école tombait en morceaux. Mes parents sont venus à une des compétitions de pom-pom girl de Madison et à aucun de mes concerts de fanfare. Ils disaient qu'ils étaient occupés. Ils étaient toujours occupés quand il s'agissait de moi. Je me suis souvenu de l'université. Mes parents ont payé les frais de scolarité de Madison à l'université d'État, lui ont acheté ses manuels, lui ont envoyé de l'argent de poche. J'ai contracté des prêts étudiants, j'ai eu 2 emplois sur le campus et j'ai obtenu mon diplôme avec une dette de 23 000 $ qu'il m'a fallu 6 ans pour rembourser. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien, ils sont venus à la cérémonie mais sont partis tôt pour se rendre au dîner d'anniversaire de Madison. Mon dîner de remise de diplôme a eu lieu chez Applebee's 2 semaines plus tard parce que c'est à ce moment-là qu'ils avaient du temps. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque étape importante, Madison avait des célébrations. J'avais des cadeaux pratiques et des conversations distraites. Mais assise près de ce lac, j'ai réalisé quelque chose qui a changé toute ma perspective. La déception n'a jamais été à propos de moi. Ce n'était jamais à propos de ma valeur, de mes capacités ou de ma valeur en tant qu'être humain. La déception était leur propre inadéquation qui leur était renvoyée. J'avais toujours été indépendante. Même enfant, je résolvais mes propres problèmes, prenais mes propres décisions, trouvais mon propre chemin. Je n'avais pas besoin qu'ils me disent comment vivre, et cette indépendance les menaçait. Madison, en revanche, avait constamment besoin d'eux. Elle avait besoin de leur validation, de leur approbation, de leur soutien financier, de leurs conseils. Elle leur donnait le sentiment d'être nécessaire, important, puissant.
Je leur donnais le sentiment d'être obsolète. La cruauté n'était pas due au fait que j'étais moins que Madison. C'était dû au fait qu'ils avaient besoin de se sentir nécessaires, et je n'avais jamais eu besoin d'eux comme ils voulaient être nécessaires. Cette prise de conscience n'a pas effacé la douleur, mais elle en a changé la forme, l'a rendue plus petite, l'a rendue à eux de la porter au lieu de moi. Mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran, mon père. J'ai failli refuser l'appel, mais quelque chose en moi voulait entendre ce qu'il avait à dire, alors j'ai répondu. Lynn, sa voix était différente. Calme, brisée. Je dois te dire quelque chose. J'ai attendu. J'ai sorti ton acte de naissance hier pour des papiers avec la banque. Il a fait une pause, a pris une inspiration tremblante. Tu es né 6 semaines prématurément. Ta mère était très malade. On a failli vous perdre toutes les deux. Je connais l'histoire, papa. Tu ne connais pas toute l'histoire, a-t-il dit. Les médecins nous ont dit que tu pourrais avoir des problèmes de développement. Ils ont dit que tu pourrais avoir des difficultés physiques, mentales. Ils nous ont préparés à un enfant difficile. Ta mère et moi, nous avons passé toute ta première année à attendre que quelque chose aille mal, à attendre que tu échoues, à attendre que les médecins aient raison. J'ai eu froid malgré le soleil de l'après-midi. Mais tu allais bien, a-t-il continué. Plus que bien. Tu étais parfaite. Tu as atteint chaque étape en avance. Tu lisais à 3 ans. Tu faisais du calcul mental à 5 ans. Tu étais si intelligente, si capable, si indépendante. Mais je pense, que Dieu m'aide, je pense que nous n'avons jamais abandonné cette peur. Nous avons continué à attendre que tu échoues, que tu aies besoin de nous, que tu prouves que ces médecins avaient raison. Il pleurait maintenant. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Madison était facile. Elle avait besoin de nous. Elle nous faisait sentir comme de bons parents, comme si nous avions un but. Toi, tu as toujours été si indépendante, si capable. Nous nous sommes dit que tu n'avais pas besoin de nos louanges. Tu n'avais pas besoin de notre attention. Mais la vérité, Lynn, c'est que nous étions intimidés par toi. Nous avions peur de toi. Tu étais l'enfant qui n'avait pas besoin de nous. Et ça nous terrifiait plus que tout. Je suis resté assise en silence, traitant ces mots. La compréhension et la fureur se mélangeant dans ma poitrine. Je ne demande pas pardon, a dit mon père. Je ne le mérite pas. Je te demande juste de comprendre. Nous nous sommes trompés sur tout. Tu n'as jamais été la déception. Tu as été le miracle que nous avions trop peur d'apprécier. Et le temps que nous réalisions ce que nous avions fait, comment nous t'avions traité, il était trop tard. Nous avions déjà détruit toute chance d'une vraie relation. Pourquoi me dis-tu ça maintenant, ai-je demandé doucement. Parce que tu mérites de savoir que ce n'était pas à propos de toi. Ça n'a jamais été à propos de toi. C'était toujours à propos de nous et de nos propres échecs. Et parce que j'ai besoin que tu saches que je suis fier de toi. J'aurais dû le dire tous les jours de ta vie. Mais je le dis maintenant. Je suis fier de toi, Lynn. Je suis si fier que je ne trouve même pas les mots. Nous sommes restés en silence, connectés par téléphone à des kilomètres de distance, ne sachant ni l'un ni l'autre quoi dire ensuite. J'ai une offre d'emploi, ai-je dit finalement. À Denver, un partenariat dans une société de conseil, 95 000 par an plus départ. Je déménagerai dans 6 semaines. Tu devrais l'accepter, a dit mon père immédiatement. Tu devrais l'accepter et ne jamais regarder en arrière. C'est ce que je prévois de faire. Bien, a-t-il dit. Bien. Construis la vie que tu mérites, Léon, même si nous n'y sommes pas, après avoir raccroché, je suis resté assise près du lac pendant une autre heure, regardant les canards, sentant le soleil sur mon visage, laissant tout se mettre en place. L'explication de mon père n'a rien arrangé. Elle n'a pas effacé 32 ans d'invisibilité, mais elle m'a donné quelque chose dont j'avais besoin. Un contexte, une compréhension, la connaissance que leur cruauté venait d'eux, pas de moi. J'ai pris ma décision, assise là, près de l'eau. J'ai appelé Patricia et j'ai accepté le partenariat. Je déménageais à Denver. Nouveau départ, nouvelle ville, vraie carrière. Mais d'abord, j'avais quelque chose à faire. Je suis retourné en voiture à la maison de mes parents. Il était 16 heures quand je me suis garé dans leur allée. La voiture de Madison était là. Je m'y attendais. Je voulais qu'ils soient tous les deux présents pour cela.
Madison a répondu à la porte. Elle avait l'air terrible. Pas de maquillage, les cheveux en queue de cheval désordonnés, vêtue d'un pantalon de survêtement et d'un vieux t-shirt. Elle m'a dévisagé comme si j'étais un fantôme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je suis passé devant elle sans répondre. Mes parents étaient dans le salon, assis aux extrémités opposées du canapé comme des étrangers. Ils ont levé les yeux quand je suis entré, tous deux devenant pâles. J'ai sorti une enveloppe de mon sac à main et je l'ai posée sur la table basse entre nous. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé ma mère. « Ouvre-la. » Mon père a tendu la main vers l'enveloppe, les mains tremblantes. Il en a sorti un chèque. Ses yeux se sont agrandis. 15 000 $. C'est assez pour rattraper votre hypothèque et couvrir vos factures pendant 3 mois, ai-je dit. Après ça, vous êtes seul. Pourquoi, a murmuré ma mère. Après tout, pourquoi ferais-tu ça? Parce que je ne le fais pas pour vous, ai-je dit clairement. Je le fais pour moi. Je choisis d'être la personne que je veux être, pas la personne que vous m'avez fait sentir être. Je choisis de clore ce chapitre avec grâce plutôt qu'avec amertume. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que je le mérite. Je me suis tourné vers Madison. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras enroulés autour d'elle, des larmes coulant sur son visage. Toi et moi, c'est fini, lui ai-je dit. Nous ne sommes pas des sœurs. Nous sommes des étrangères qui partagent de l'ADN. Je ne te pardonne pas et je ne veux pas de relation avec toi. Mais j'espère que tu découvriras qui tu es sans que leurs attentes ne t'écrasent. J'espère que tu te trouveras sous toute la pression et les mensonges, parce que cette personne, qui qu'elle soit, mérite mieux que la vie que tu as menée. Madison a sangloté mais n'a rien dit. J'ai regardé mes parents une dernière fois. J'ai passé 32 ans à essayer de gagner votre amour. Je me suis saigné à blanc financièrement et émotionnellement pour être assez bien. J'en ai fini. Je m'aime assez maintenant. C'est tout ce dont j'avais besoin. Je me suis dirigé vers la porte. Ma mère a appelé après moi. Léon, attends, s'il te plaît. Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. Je déménage à Denver dans 6 semaines. J'ai un nouveau travail, une nouvelle vie, un nouvel avenir. Vous n'en ferez pas partie. Ce chèque est mon adieu. Utilisez-le judicieusement. J'ai quitté cette maison pour la dernière fois. Je suis monté dans ma voiture, je suis parti et je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. J'étais enfin libre. 6 mois plus tard, ma vie était complètement différente. Je me tenais dans mon bureau d'angle au 14e étage d'un immeuble du centre-ville de Denver, regardant les montagnes rocheuses au loin. La vue ne vieillissait jamais. Chaque matin, en arrivant au travail, je prenais un moment pour apprécier où j'étais, le chemin parcouru, à quel point tout semblait différent. Meridian Healthcare Consulting avait dépassé toutes mes attentes. Patricia et moi formions une équipe redoutable. Elle s'occupait de la stratégie globale tandis que je gérais les opérations et les relations avec les clients. Nous avions décroché 6 contrats majeurs en 5 mois. Notre réputation grandissait. Ma participation dans l'entreprise valait déjà plus que je n'aurais jamais imaginé. J'avais maintenant 3 jeunes professionnels sous ma direction. Je les encadrais comme j'aurais aimé que quelqu'un m'encadre. Je louais leurs accomplissements. Je reconnaissais leurs efforts. Je m'assurais qu'ils connaissaient leurs valeurs. L'une d'entre elles, une femme de 24 ans nommée Jenna, m'avait dit la semaine dernière que j'étais la meilleure patronne qu'elle ait jamais eue. Le compliment signifiait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. J'ai acheté une maison de ville avec vue sur les montagnes, 2 chambres, une cuisine moderne, un petit jardin où je plantais des herbes et des légumes. L'hypothèque était la mienne. Les meubles étaient les miens. La vie que je construisais était entièrement la mienne. Je sortais avec quelqu'un. Il s'appelait Andrew. C'était un architecte qui concevait des bâtiments durables. Nous nous sommes rencontrés dans un café alors que nous tendions tous les deux la main vers le dernier muffin aux myrtilles et avons décidé de le partager plutôt que de nous battre pour lui. Il était gentil, attentionné et me traitait avec un respect que je ne savais pas mériter. Nous prenions les choses lentement. Il n'y avait pas de pression, pas d'attente, juste 2 personnes appréciant la compagnie de l'autre. J'avais de nouveaux amis, des gens du travail, de mon quartier, du cours de yoga auquel je m'étais inscrite, des gens qui ne me connaissaient que comme Lynn, consultante à succès et bonne amie. Ils ne savaient rien de mon histoire, de ma famille, des années d'invisibilité. Pour eux, j'étais juste moi-même. C'était libérateur.
J'allais en thérapie chaque semaine. Le docteur Sarah Martinez m'a aidé à démêler 32 ans de dommages émotionnels. Nous avons travaillé sur la douleur, la colère, le deuil. Elle m'a appris que guérir ne consistait pas à oublier ou à pardonner. Il s'agissait de comprendre, de libérer et de choisir d'avancer. J'ai lancé un blog, anonyme. J'y écrivais sur les limites financières dans les familles, sur la reconnaissance de la violence psychologique, sur le coût d'essayer de gagner l'amour de personnes incapables de le donner. Le blog comptait maintenant plus de 10 000 abonnés. Je recevais chaque jour des messages de personnes me disant que mes mots les avaient aidés à fixer des limites, les avaient aidés à voir leurs propres valeurs, les avaient aidés à s'éloigner de dynamiques familiales toxiques. Savoir que j'aidais les autres à guérir donnait un but à ma propre guérison. Par ma tante Carole, j'ai eu des nouvelles de ma famille. Je ne les ai jamais demandées, mais Carole insistait pour me les donner quand même. Elle disait que je méritais de savoir, même si je ne m'en souciais plus. Mes parents avaient gardé leur maison, de justesse. Les 15 000 $ que je leur avais donnés leur ont acheté assez de temps pour que mon père prenne des quarts supplémentaires et que ma mère commence à travailler à temps partiel dans une épicerie. Ils vivaient maintenant avec un budget strict, faisant leurs propres sacrifices, apprenant ce que la lutte financière signifiait réellement. Madison avait emménagé dans un petit appartement et trouvé un travail dans un café. Elle gravissait les échelons pour devenir gérante adjointe. Carole a dit qu'elle semblait différente, plus calme, moins soucieuse des apparences. Elle avait aussi commencé une thérapie, travaillant sur ses propres problèmes avec les attentes de nos parents et son rôle dans le dysfonctionnement familial. Mes parents et Madison suivaient une thérapie familiale ensemble. Un thérapeute les aidait à comprendre les schémas de favoritisme, de codépendance et de manipulation émotionnelle qui avaient défini leur relation pendant des décennies. Carole a dit que les séances étaient brutales, beaucoup de larmes, beaucoup de vérités difficiles, mais qu'ils se présentaient. Ils essayaient. J'étais contente qu'ils obtiennent de l'aide, mais leur guérison n'était pas ma responsabilité. Leur croissance n'était pas mon fardeau. J'avais ma propre vie à vivre. Un après-midi de fin de printemps, j'ai reçu un colis à mon bureau. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, 9 pages. L'écriture de ma mère. J'ai failli la jeter sans la lire, mais la curiosité l'a emportée. La lettre était une excuse. Non pas du genre vague et intéressé. Une vraie excuse, spécifique, détaillée, douloureuse. Elle énumérait chaque moment dont elle se souvenait où elle m'avait blessé. La fois où elle avait oublié mon 10e anniversaire parce qu'elle planifiait la fête surprise de Madison. La fois où elle m'avait dit que ma robe de bal avait l'air bon marché tout en louant la robe chère de Madison. La fois où elle n'était pas venue à ma cérémonie de remise de diplôme parce qu'elle était fatiguée. La fois où elle m'avait demandé de l'argent alors que j'étais aux urgences pour une appendicite. La fois où elle avait dit aux parents que Madison était l'intelligente. La fois où elle avait ri quand mon père m'avait appelé la déception au dîner de Noël. Chaque moment rappelé et reconnu. Elle s'est excusée pour chacun, non pas avec des excuses, juste avec la reconnaissance du mal qu'elle avait causé. La lettre se terminait par ceci: tu méritais mieux. Tu méritais tout. Je suis désolé de ne pas avoir su voir le trésor que j'avais. Je comprends si tu ne veux plus jamais me parler, mais j'ai besoin que tu saches ceci. Je suis fier de toi. J'aurais toujours dû l'être. Tu es extraordinaire, Lynn. Tu l'as toujours été, et je suis désolé qu'il ait fallu te perdre pour le voir enfin. J'ai lu la lettre 3 fois. Des larmes coulaient sur mon visage. Non pas parce que je voulais me réconcilier, non pas parce que les excuses réparaient quoi que ce soit, mais parce que la reconnaissance a guéri quelque chose de profond en moi. La petite fille qui avait passé toute sa vie à se demander pourquoi elle n'était pas assez bien avait enfin sa réponse. Elle avait toujours été assez bien. Ils étaient juste trop brisés pour le voir. Je n'ai pas répondu. Mais je n'ai pas non plus jeté la lettre. Je l'ai mise dans un tiroir de mon bureau. Peut-être qu'un jour je me sentirai différemment. Peut-être pas. L'un ou l'autre était acceptable. Un dimanche après-midi de juin, j'étais assise dans un parc près de ma maison de ville, nourrissant les canards d'un petit étang, profitant du soleil et de la paix. Andrew m'a rejointe, portant 2 cafés glacés de mon café préféré. Il s'est assis à côté de moi sur le banc, m'a tendu mon café, et nous avons regardé les canards ensemble dans un silence confortable. Il te manque, a-t-il demandé finalement. Ta famille? J'ai réfléchi à sa question attentivement. La famille que j'aurais aimé avoir me manque.
L'idée de parents qui m'aimaient inconditionnellement, d'une sœur qui était ma meilleure amie, de vacances qui semblaient chaleureuses au lieu d'être douloureuses, tout cela me manque. Mais la réalité ne me manque pas. La douleur ne me manque pas. Et je ne regrette pas d'être parti. Aucun regret du tout, a-t-il demandé doucement. Justin, ai-je dit. J'aurais aimé m'estimer plus tôt. J'aurais aimé m'éloigner la première fois qu'ils m'ont fait sentir sans valeur au lieu de passer 5 ans à essayer de prouver que j'en avais. Mais je suppose qu'on apprend quand on est prêt à apprendre. Mon téléphone a vibré. Un texto de Jenna, une de mes mentorées. Elle venait de conclure son premier contrat client solo et voulait me remercier de croire en elle. J'ai souri et répondu, félicitations. Andrew m'a regardé, son propre sourire doux. Tu es vraiment doué dans ce que tu fais. Au travail, je veux dire, mais aussi dans la vie. À être gentil tout en te protégeant, à aider les autres tout en maintenant des limites, à avancer sans être consumé par le passé. J'apprends encore, ai-je admis. Chaque jour, j'apprends encore. Nous tous, a-t-il dit. Nous sommes restés assis dans ce parc pendant une autre heure, parlant de tout et de rien, faisant des projets pour le dîner, discutant d'un week-end à la montagne, vivant une vie qui semblait paisible, pleine et entièrement mienne.